Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Franco Huard. En fait, je suis directeur de service de livraison chez CGI. Et j'ai avec moi Mira. Est-ce que tu peux te présenter à tout le monde ici? Oui, bien sûr. Bonjour, bonjour Franco, bonjour tout le monde. Alors, c'est bien Mira Benhamed, je suis conseillère principale à CGI depuis maintenant presque 3 ans et Ouais. je suis experte en qualité et automatisation des tests logiciels. Je suis ravie justement d'être ici parmi vous pour justement parler du sujet que me tient vraiment particulièrement à cœur, la qualité logicielle à l'ère du DevOps, l'IA et bien d'autres. Effectivement, je pense que tu le dis bien, on est vraiment dans qui est extrêmement intéressant, surtout avec le sujet aujourd'hui de la conférence. On parle d'assurance qualité moderne. Donc, aujourd'hui, l'assurance a un point où que ce n'est plus juste que des testeurs, c'est beaucoup plus que ça. Ça va vraiment beaucoup plus loin. Puis là même, on va aujourd'hui jusqu'à l'intelligence artificielle qui vient dans tout ça. Et donc, et avec toute cette modernité-là, ma première question que j'ai pour toi, Mira, en fait, c'est pourquoi est-ce Excuse-moi, Andrew, Franco, excuse-moi, il y a un problème de son. Pourrais-tu répéter? En fait, ce que j'expliquais, Amira, c'est que, tu sais, avec l'assurance qualité, maintenant, tu sais, donc, on s'est rendu un domaine quand même assez vaste. Tu sais. L'assurance qualité, plusieurs années. Là. Moi, personnellement, ça fait plus de 20-25 ans là, que je fais de l'assurance qualité et ça a évolué jusqu'à l'IA et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre conférence, c'est sur l'assurance interne. Et là, ben, ma question que j'avais pour toi, en fait, c'est pourquoi que tu as choisi finalement l'assurance qualité? Pourquoi toi, tu as maintenant Oui, une... Oui. très bonne question. Je vais commencer par justement raconter un petit peu mon parcours, pourquoi je suis là. Je fais justement la qualité et donc je suis dans le monde de la qualité logicielle. Oui. En fait, moi, je viens du monde de développement. Ok. OK. Je suis ingénieure informatique de formation et donc comme beaucoup, j'ai commencé ma carrière en tant que développeuse, donc en écrivant du code. Mais très vite, en testant du code que je développais, que mes collègues développaient justement, j'ai découvert une nouvelle facette du métier qui m'a passionnée justement, l'analyse des besoins. Et notre objectif principal, c'est satisfaire l'utilisateur final. Ouais. C'était plus l'analyse des besoins, comprendre les attentes du business, les investigations. J'étais plus dans la partie technique, les investigations des problèmes, j'étais plus creusée pour identifier les écarts entre ce qui est attendu et ce qui est livré. Oui. J'étais plus dans le débugage et tout. Et cette curiosité, justement, m'a menée à sortir du strict cadre du développement pour adopter une vision plus globale et holistique de la qualité logicielle. Et me voilà aujourd'hui pour parler de la qualité logicielle. J'ai utilisé mes compétences en tant que développeuse pour faire de l'automatisation des tests, l'intégration continue, la chaîne CI/CD, ainsi de suite, et plein d'autres qu'on va en parler peut-être Ouais. après. Mais pourquoi je suis là? Parce que j'ai compris que voilà, donc c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose c'est une activité qui me représente. Et j'ai compris que la modernisation, justement, j'ai suivi cette modernisation de la qualité logicielle et j'ai justement compris que que la qualité logicielle en général n'est pas une étape. Mais c'est plus une culture, parce que je suis plus dans le côté philosophique, là, le côté abstrait des choses. Donc, j'ai compris que la qualité n'est plus une étape, mais c'est une culture d'équipe. Historiquement, on testait à la fin du projet en mode on corrige les erreurs juste après, donc que ce soit avant que ce soit en mise en prod, juste avant un petit peu que ce soit en mise en prod. Mais ce modèle est vraiment dépassé et j'ai suivi ce modèle et ça m'impressionne, me passionne et ça me représente. Du Ouais. coup, aujourd'hui, Franco, dans ce monde agile, quand on parle de TI, là, ce monde agile et DevOps, on parle justement de la modernisation, on parle du test, de l'implication du test dans les premiers niveaux du Software Development Lifecycle, du cycle de développement logiciel. On parle du shift left et autres. Donc, voilà, la responsabilité maintenant devient
une responsabilité partagée, une responsabilité collective et portée par toute l'équipe. Et c'est ce qui vraiment m'impressionne, c'est mon intégration, mon implication et donc mon rôle dans cette partie. Ben, je prends les notes en même temps parce que Mm. c'est super important. Tu as mentionné, pour moi, il y a deux aspects. Tu as parlé du shift left, là, tu sais, et Oui, cet aspect-là qui montre justement cette innovation-là, parce que maintenant, l'assurance qualité, on permet de qualité d'être là dès le jour 1. C'est-à-dire, dès qu'on va concevoir le logiciel, d'avoir les idées, on va être là pour construire les plans que les ingénieurs ou les développeurs qui vont faire le code vont tester nos codes tests avant même de nous fournir le produit. Donc, ça donne une qualité supplémentaire. Puis, il faut voir aussi que l'assurance qualité, ben, ce n'est pas juste des tests. C'est, comme tu disais tantôt, c'est l'ensemble global de tout ça qui est merveilleux. Puis moi, ce que j'ai vraiment aimé, parce que moi, je suis né dans l'assurance qualité. Moi, mon parcours, c'est de la réseautique. Puis directement en assurance qualité. Donc, moi, quand je suis rentré en assurance qualité, j'ai plus voulu sortir de là. Je trouvais ça très beau. Puis toi, tu as mentionné justement que tu es parti de l'ingénierie. Oui. Et c'est bien parce que, et peut-être qu'on peut en parler, peut-être, en fait, mon autre question va être là-dessus, Amira, c'est que maintenant, l'assurance avec le développement de développer de l'automatisation. Est-ce que tu peux nous parler justement de toi avec ton d'outils en tant que développeur, mais comment ça t'a amené finalement comme QA de pouvoir faire beaucoup d'automatisation puis d'aller approfondir ça? oui, justement, merci, c'est une très belle, question. J'ai certainement utilisé mon bagage, de développeur, pour ça, mais justement donc j'insiste pour dire toujours que c'est vrai que les outils et de développement et tout reste important, mais c'est l'aspect analytique, c'est pas l'aspect abstrait, l'aspect philosophique des choses et culturel qui amène à bâtir un très bon projet de technique d'automatisation de tests et tout. L'automatisation de tests, Franco, c'est un levier incontournable, mais intelligent. Ouais, Avec les cycles de livraison qui s'accélèrent maintenant, l'automatisation des tests est devenue essentielle. Ce n'est plus un luxe, enfin, voilà, ce n'est plus un luxe, c'est justement essentiel. ouais, Et comme je te disais, moi, justement, j'ai utilisé mon bagage pour mettre en place des frameworks d'automatisation de tests, pour mettre en place voilà, l'architecture d'automatisation des tests pour que ce soit donc faisant les tests d'intégration, les tests de la data, des bases de données, des sources de données, maintenant parlant de BI et tout, euh, euh, ou bien même la partie UI, User Interface. Aussi, parlons quand on parle de l'automatisation de tests, Franco, là, moi, donc après cette expérience-là, j'insiste à justement aller comprendre les langages de programmation. Avant qu'on soit tool-driven, qu'on soit piloté par les outils et qu'on entend qu'un outil qui est trend, de tendance dans le marché et tout. Non, mais si tu as la base, si tu comprends vraiment comment tu bâtis une architecture d'automatisation de tests sur des piliers justement de base, tu pourras justement faire utiliser et exploiter ça sur n'importe quel outil qui est maintenant une tendance de marché ou bien qui sera dans le futur. Donc voilà, c'est ça. Heu, Aussi Franco, moi de mon côté, j'ai aussi, utilisé mon bagage pour intégrer les tests dans le local, dont les pipelines. Et ici, ouais. quand on parle de pipeline, CI/CD et tout, on parle d'intégration continue, de continuous integration, continuous delivery, l'intégration continue et le déploiement continu. Mhm. Et voilà, à ce niveau-là, on peut parler du DevOps. Peut-être on peut en Ah oui. parler après, mais voilà, l'automatisation de tests, c'est parmi les choses qui est devenue essentielle, mais elle vient après que tu as analysé tout ce qu'il a fallu analyser,
pour s'aligner avec l'équipe business, pour s'aligner avec les besoins du business et pour être pour satisfaire finalement l'utilisateur final. Parce que finalement maintenant, l'utilisateur, en fait, il accepte plus, donc un produit, on va dire, qui est pas trop intuitif, qui est pas bien testé et Mhm. qui est justement, pas bien livré. Du coup, on a intérêt à justement aller, heu, livrer un produit de qualité et l'automatisation va aider à faire couvrir les régressions, couvrir, tous les types et les niveaux des tests et aider les équipes à aller plus vite tout en sécurisant chaque, livraison. Mais attention, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais attention, juste ici à ce niveau-là quand on parle d'automatisation, Ouais. automatiser, pas pour automatiser. On Ben, ça, c'est n'automatise pas, voilà. c'est la grande Oui, question. Puis justement, oui. comment qu'on peut faire pour décider, ben, en fait, dans ton expérience à toi, comment qu'on Oui. peut différencier ça? Qu'est-ce qu'on peut automatiser versus qu'est-ce qu'on ne peut pas automatiser? Exactement. À ce niveau-là, il faut absolument, ne pas aller dans l'automatisation parce que voilà, il faut automatiser, mais il faut justement, être stratégique dans notre approche, OK? Dans le sens, on doit cibler les tests critiques, heu, on doit cibler les tests répétitifs et les tests que l'être humain ou bien donc l'être voilà le testeur, humain ne peut pas assurer comme les tests de performance et les tests de stress. Maintenant, il y a aucune personne qui va pouvoir assurer ce genre de test-là alors que c'est devenu, crucial. Ouais. Cibler les tests critiques, maximiser le retour en investissement. Parce que finalement, si on teste aujourd'hui, on a intérêt à avoir un retour en investissement positif, à moyen et à long terme. On sait bien que ça ne sera pas à court terme, mais au moins on investit pour qu'on aille 7 retour en investissement positif pour faire du business. Parce que pourquoi on Mhm. fait de l'automatisation de tests? C'est pour Ouais. gagner après. Donc réduire la maintenance inutile et tout, éviter tout ce qui est le paradoxe des pesticides et Mhm. être plus, focusé dans le critique. OK? Je Ah, dirais vraiment, laisser les tâches répétitives faites par les machines et ouais. focusons dans les tâches, justement critiques, dans les tests exploratoires, dans les risques business et voilà. Ouais. Oui, puis en se concentrant là-dedans, aussi aller dans d'autres thèmes qui vont venir avec ça, comme dans l'agilité, tu sais, dans les types de méthodologies. Je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent là, présentement, si vous êtes un peu particulier. Donc, on peut avoir je vais donner quelques exemples, là, mais du BDD, TDD, ATDD. Je sais, c'est des acronymes, là, peut-être que ça donne des points d'interrogation dans la figure de certaines personnes, mais on a du Behavior Development, du Driven Development, du Test Driven Development, puis du ATDD, c'est du Acceptance Test Driven Development. Puis pour moi, de pouvoir ajouter cette automatisation là-dedans, disons dans du ATDD, tantôt quand on parlait, si on revient à du shift left, ben, ça permet que si on est capable d'automatiser ces processus-là dès le départ, ben, on va donner du temps à l'assurance qualité de faire ces tests-là, comme tu disais, des compatibilité, des tests exploratoires et tout ça. Mais on dit ça, puis en même temps, ça me fait penser justement à notre aspect de notre conférence pour puis peut-être de revenir avec l'IA, parce que là, de plus en plus, l'IA nous permet de faire certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Moi, rapidement, là, ma première pensée, c'est tous les tests, par exemple, d'accessibilité. Tu sais. Habituellement, quand on fait des tests d'accessibilité, la page, s'assurer que tout soit correct. On a quand même quelques outils qui vont s'assurer, mais c'est beaucoup visuel. Mais là, maintenant, avec des LLM, dont des language models, sont capables littéralement sur une page, regarder pour toi, te donner des différences. Moi, j'aimerais ça voir avec toi, Mira, côté, en fait, intelligence artificielle, que vous avez commencé à regarder de votre côté. J'ai adoré ta question, Franco. Alors, tu as vraiment évoqué voilà l'IA, c'est intéressant parce que je tiens justement
à faire à dire que CGI justement investit énormément dans dans cette discipline. Et ce qui est encore plus passionnant que CGI vraiment, pas seulement pour ses clients, elle investit dans l'IA, mais plus en interne. Dans le sens que CGI maintenant, elle commence à développer des outils d'IA pour aider les équipes de développement et les QA, les équipes de test, bien entendu, et les équipes de delivery. Pourquoi je parle de toutes les équipes prenantes? Parce que, comme je te disais, le test, là, le QA, ça commence dès le début du cycle logiciel et l'intervention du QA, c'est dès le début. Comme tu as parlé tantôt, je te reviens à sujet du LIA, tu as parlé tantôt du TDD et du BDD et tout. Bah oui, dans le sens que le test-driven development, qui est justement le test piloté ou bien le développement piloté par les tests, ça commence dès la partie test unitaire des développeurs en test, avant même que ça soit livré dans les environnements de QA. Donc, CGI, elle investit justement dans cette discipline-là pour travailler sur des solutions qui assistent les équipes QA pour générer automatiquement les cas tests à partir des exigences, prioriser intelligemment les tests les plus critiques, analyser les impacts de changement de code, optimiser les jeux de données pour les tests et encore pour détecter des anomalies peut-être liées aux anomalies visuelles, comme tu parlais maintenant des tests d'accessibilité et tout, ou des choses que on veut justement, c'est des accélérateurs que je Ouais, dirais accélérateurs. Eh bien ouais. encore, oui, l'IA vraiment, c'est, elle permet de réduire le temps passé sur les tâches répétitives, un peu complémentaire à l'automatisation pour permettre aux équipes de se concentrer sur l'analyse, tu Ouais. vois? Donc sur l'analyse, sur la stratégie, Franco, dans le sens que tu te concentres sur ce que le client ou bien voilà, le client vis-à-vis le business, enfin le business vis-à-vis le client pour cibler plus ses besoins et répondre plus ou bien dépasser les attentes du client, tu vois? Mhm. Donc oui, l'IA, je suis parmi les personnes qui adorent l'IA maintenant, qui l'utilisent dans ses projets. Et comme je te disais, CGI, vraiment, elle investit énormément dans ça et on a beaucoup de choses qui sont en train d'être développées. Something is cooking. Donc oui, voilà. Quelque chose est au fond, ça va sortir, ça va être un beau gâteau, ça va être parfait. Mais Oui, moi, une des choses que je dis aussi à propos de l'IA, on est encore dans une ère, on commence à avoir des outils à fur et à mesure qui deviennent de plus en plus intelligents. Puis là, je n'irai pas du côté des conspirationnistes, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'ils vont dominer le monde et tout ça. Là, je viens sur comment prendre cet outil-là. Puis comme tu l'as dit, il ne faut pas être dépendant de ça, mais il faut l'utiliser comme un outil. C'est une béquille. Nous aider à accélérer, comme tu disais. Donc, un travail qui pourrait nous prendre 40 heures, ben, va peut-être nous prendre finalement 10 heures parce qu'il va avoir accéléré, puis il va avoir tout le gros travail pour nous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est particulier, en fait, qui est passionnant parce qu'on voit ça évoluer avec. Puis justement, on a une question dans le chat qui vient de nous être sortie. ok. Puis je vais te poser la question, en fait. Donc, avec le soutien de l'intelligence artificielle, est-ce que les à une saine gestion des coûts liés à l'assurance qualité? Et si oui, de quel ordre? Ça te fait penser à quoi, ça? Les coûts liés à l'assurance qualité, Ouais. oui. Ah, si tu veux, peut-être je pourrais peut-être répondre. En fait, Oui, faut pas. oui, Encore une fois, l'IA va être un outil pas de remplacement de l'assurance qualité, mais pour. Donc, je pense que ça va juste être une corde de plus à une arc qu'on va ajouter. Par exemple, comme ça, mais Jira, je pense que vous connaissez tout un peu Jira. Maintenant, on a des intégrations aussi avec l'intelligence artificielle qui va permettre de pouvoir tester, prendre des specs, les ajuster, vérifier un peu les caractères pour être sûr qu'il ne nous manque rien, s'assurer qu'on respecte le format pour les bugs. Donc, je dirais que
Les coûts, je crois bien que ça va être quand même simple parce que le client value, tu sais. Il peut voir que ben, finalement, avec ces outils supplémentaires-là, bon, on est capable de donner peut-être un 20% de plus tu sais, au travail, puis après, quand même assez significatif. Je ne sais pas pour toi, Mira, qu'est-ce que tu en penses, mais Oui, c'est un peu à ça que je pensais quand j'ai vu la question. oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Franco, mais dans le sens que, pour moi, parce que tu vas payer, OK? Si on va parler du coût là, tu vas payer pour un outil là et tu vas justement aller, parler au client, de ses coûts, tu dois justifier justement ton utilisation de cet outil. En quoi tu vas l'utiliser? Ça dépend de l'utilisation Ouais. et vraiment, je vois que ça vaut le coup, pour, plusieurs projets maintenant et je pense que les clients, sont conscients maintenant de l'utilisation de l'IA. C'est devenu, crucial et c'est juste il faut juste prouver qu'il y aura un retour en investissement positif à moyen et à long terme et je pense que c'est correct. Donc Puis, il c'est ne faut pas oublier aussi qu'il y a même des clients présentement qui utilisent des outils d'IA qui veulent que nous, oui. on utilise ces outils-là. Tu sais, rapidement, là, je pense à GitHub Copilot, qui est un peu implémenté un peu partout là, à travers les clients qu'on peut avoir. Donc, c'est pas juste des coûts peut-être supplémentaires qui pourraient arriver, c'est des technologies qui sont déjà présentes que nous, en tant que membres de CGI, on doit s'assurer qu'on est à jour avec la technologie puis qu'on soit capable de l'utiliser aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Franco. Ouais. Super. Alors, parlons un petit peu DevOps là, Ah il nous oui, reste ben, quelques parlons de minutes. DevOps. On va Oui, continuer à parler voilà, de donc technique, il y en a aussi. pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup parler du DevOps, mais on oublie parfois, d'expliquer le rôle du QA dans tout ça, tu vois? Dans le sens, heu, donc je vais, m'exprimer. Le DevOps, c'est pour moi, c'est avant tout, une culture. Ouais. Avant que ce soit des outils, avant qu'on parle du CI/CD, avant qu'on parle du mécanique, là, on parle d'une culture Ouais. organisationnelle ou bien dans une organisation justement, qui vise à livrer plus vite et plus souvent. OK. C'est Ouais. parce que OK, parce qu'on a parlé IA, on peut l'appliquer dans la culture DevOps et dans nos outils de DevOps, qu'on peut les intégrer dans, la discipline du QA, tout en garantissant la qualité. Dans les approches, par exemple, si on va parler des approches traditionnelles, Ouais. on développait d'abord, puis on testait à la fin, pas trop de shift left, et enfin on pensait à l'équipe, d'exploitation parce que quand on parle DevOps, on parle de dev et ops. Il y a cette collaboration entre les équipes dev et les équipes opérationnelles. Les devs, c'est qui? C'est pas les développeurs seulement, c'est les développeurs, QA, les concepteurs, tout. Puis il y en a la partie ops, c'est les opérationnels justement qui Ouais. vont justement veiller à la mise en production et aux tests plutôt post-prod et ainsi de suite. Ouais. Euh, je disais donc, Franco, on testait toujours, à la fin, et tout. Ça créait des slows et des retards et souvent des surprises à la dernière minute et le DevOps, ça a cassé tous ces silos-là et Ouais. les développeurs maintenant, puisque j'ai parlé du test qui s'intègre dans tout, le life cycle du développement Ouais. là, donc les développeurs, les testeurs et les équipes d'exploitation, tout travaillent ensemble maintenant dès le début dans la même équipe. Le rôle du QA dans le DevOps, c'est justement d'accompagner les équipes de conception pour aller découvrir les problèmes de conception parce que on n'est pas là juste pour déclarer les bugs avant la production, juste avant les productions et aller à non, non, mais c'est justement aller accompagner les équipes de la conception, faire du Ouais. shift left, faire du TDD, Test Driven Development, c'est-à-dire tester le plus tôt possible, de mettre en place les outils automatisés qui tournent à chaque livraison dans les pipelines CI/CD. C'est là on parle du CI/CD, tu vois? Ouais. Continuous Integration, Continuous Delivery. Là, on parle de la partie mécanique Ouais. de la culture DevOps, donc Ouais. continuous integration, continuous delivery. Et justement, de garantir la qualité à chaque étape, que ce soit au niveau du code, des API, même des connectivités entre le système. On est dans un monde connecté.
il faut absolument prévoir de tester même la connectivité des réseaux, enfin la partie réseau qui relie justement les systèmes connectés, puisqu'on est en mode orienté service Ouais. et tout ça. Ben, Oui, si je peux me permettre, parce que je pense qu'il nous reste à peu près 5 minutes là, à oui, notre merveilleuse conversation. oui. Mais si on continue dans tous ces tests-là, je trouve ça intéressant parce que la prochaine question, c'est, on t'en as parlé un peu tantôt, fait que je suis sûr que tu vas pouvoir bonifier tout ce qui va être dit, mais quelle est la place des tests exploratoires, donc sortie des sentiers battus, des séquences des tests classiques, à quel pourcentage, on parle-tu de 10%, plus que ça? Donc, les tests exploratoires, on fait quoi avec tout ça, avec le DevOps, puis tout ce que tu nous as dit tantôt? Oui. Euh, les tests exploratoires, c'est justement quand on fait le DevOps et quand on fait l'automatisation des tests, on s'assure que tout fonctionne dans une chaîne continue et que tout est testé dans le bon moment dès que le développeur a livré sa nouvelle version. Du Ouais, coup, et en utilisant l'IA justement, ou bien les accélérateurs, en ce moment-là, on va justement avoir le temps de faire les tests exploratoires et de se focuser sur les problèmes de conception. Et voir, je vois plus que 10%. Hein. ouais, Si tu as, parce que c'est une chaîne, si tu as tes tests automatisés, si tu as bien ta chaîne CI/CD qui est mise en place, si tu as bien livré un temps, tu auras plus de temps pour faire ces tests donc exploratoires, plus que 10% de pourcentage. exactement. Mais Super. ça fait partie de la chaîne, mais c'est comme une symphonie. Donc, on a plusieurs instruments qui sont là, qui doivent bien chanter pour être sûr et certain qu'on ait tout le temps qui est nécessaire pour ces tests-là exploratoires. Mais c'est aussi le côté, l'autre côté de la balance que s'il y a trop de tests exploratoires, ça veut dire qu'on improvise trop puis qu'on n'est pas assez structuré sur des choses. Donc, c'est vraiment comme un. C'est un équilibre. Mais moi aussi, je dirais que c'est beaucoup plus que 10%, ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas oublier aussi que les tests explorateurs, on peut les faire aussi dans une phase de UAT, donc durant le User Acceptance Testing. Là, on va avoir des utilisateurs qui vont venir, donc eux, ils vont explorer, ils vont s'amuser, ils savent les scénarios, mais ils vont aller à gauche puis à droite. Donc, il y a toujours moyen de faire rentrer ça, puis que ce soit plus Oui, que 10%. exactement. Et si on aura fini notre chaîne et donc dans les règles de l'art, on aura justement fait nos tests explorateurs par nous-mêmes, avant, avant même que le client le fasse dans les acceptance testing. C'est très intéressant. Combien de minutes il nous Je reste, pense qu'il nous reste à peu Franco? près 2 ou 3 minutes. Peut-être juste Ok. avant que je l'oublie, à la fin de cette conférence-là, vous allez avoir une slide avec un petit code QR pour savoir si vous avez vraiment apprécié notre conférence. Donc, on apprécierait d'avoir vos commentaires. Encore une fois, un grand merci d'avoir participé quand même en grand nombre. Amira, je te laisserai avec le mot de la fin pour cette merveilleuse conférence-là. Ok, oui, ça sera. Donc, je vais peut-être profiter de parler un petit peu donc, de mon rôle à CGI, là, mon rôle en tant que QA Data Automation, Senior QA Automation Engineer ici à CGI et QA Lead. Je veux justement dire que ici, je suis en train de faire des projets stratégiques liés à la gestion des données, le processus de la qualité et tout ça. Mon rôle, il va au-delà du processus de test classique, mais justement, je suis impliquée dans les projets d'envergure. Je suis justement, je suis en train d'être impliquée dans les projets, des projets riches en challenge et la confiance qu'on nous donne justement aux équipes et le fait qu'on puisse construire une vraie carrière en qualité logicielle pas seulement technique, mais aussi stratégique et humaine. Je remercie tout le monde. Je te remercie, Franco, pour cette belle conversation. Avec plaisir. Euh, Ça fait plaisir de parler de la qualité logicielle. On est ici pour répondre à toutes vos questions et soyez à l'aise. Fantastique. Puis moi aussi, Méthodium aussi, moi, ça fait quand même plus de 5 ans. On aurait dû faire ça au début, mais c'est pas grave, on y va à de libre. Mais moi aussi, ça fait plus de 5, 6 ans que je suis chez CGI. 25 ans d'expérience en assurance qualité. Je suis parti dans des gros projets, puis je fais la direction de l'assurance qualité chez CGI.
Donc, un grand merci tout le monde, puis à une prochaine Merci. fois.